Qu'auriez-vous vu à Rome en 476 après Jésus-Christ? C'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre dans la deuxième vidéo jamais réalisée sur cette chaîne, mais apparemment, cette réponse n'a pas été assez précise, et donc j'ai décidé de faire une vidéo de suivi, où je vais essayer d'éclairer davantage cette question assez difficile sur ce que nous aurions vu dans la ville de Rome en cette année fatidique de 476 après Jésus-Christ. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé qu'une deuxième vidéo était nécessaire est que, à en juger par les commentaires, apparemment beaucoup de gens avaient mal compris cette vidéo. C'était la deuxième vidéo jamais mise en ligne sur cette chaîne, mais malheureusement, j'ai dû la retirer en raison d'un problème de droit d'auteur et je l'ai remise en ligne sous une forme légèrement modifiée que vous pouvez trouver ici, lien dans la description. Beaucoup de gens pensaient que l'essence même de cette vidéo était de montrer à quel point Rome devait être absolument intacte et incroyable en 476 après Jésus-Christ, même après avoir subi 3 sacs en 410, 455 et 472 après Jet-C. Mais vers la fin de la vidéo, j'ai parlé plus en détail de l'état délabré dans lequel devaient se trouver bon nombre des bâtiments de Rome, surtout du côté intérieur. Par exemple, beaucoup des beaux ornements et des statues dorées de la ville avaient certainement été emportés par les Wisigoths, par les Vandales et par Rikimers, des barbares, lors des 3 sacs, et les temples étaient refermés depuis longtemps, depuis 395 après J.C. L'intérieur de nombreux bâtiments devait être dans un état de ruine assez avancé. Cependant, de l'extérieur, beaucoup des bâtiments, surtout dans la zone du Forum Romanum et le noyau ancien de la ville, devaient encore paraître assez intacts et étonnamment bien conservés. Il existe de nombreuses preuves archéologiques que de nombreux bâtiments ont été réparés même à la fin du règne du roi ostrogothique Théodoric, après la fin de l'Empire romain d'Occident, et alors qu'il faisait déjà partie de ce nouveau royaume germanique. Même à cette époque, les preuves archéologiques montrent que tous les grands bains étaient en usage et que tous les aqueducs fonctionnaient encore. Il existe également des preuves que de nombreux bâtiments étaient entretenus et réparés. Par exemple, des réparations ont été effectuées dans le Forum Romanum par le préfet urbain de Rome de cette époque, Épiphane, en 412 et 414 après Jésus-Christ. Cela peut être trouvé sur une inscription. Mais il y a beaucoup plus de telles inscriptions, prouvant que de nombreuses réparations ont été effectuées. Une autre a été trouvée au terme de l'Aventin, où un mur effondré des Thermes a été restauré en 414 ou 415 après Jésus-Christ. Une autre a été trouvée près du Circus Flaminius, où le préfet urbain, le Praefectus Urbi Glabrio Faust, avait réparé un bâtiment entre 420 et 423. De nombreuses réparations et restaurations de ce type peuvent également être trouvées dans les décennies suivantes. Une inscription datée de 473 après Jésus-Christ, donc peu de temps après le sac de Rome par Ricimer, montre comment le préfet urbain de l'époque, Anicius Aquilius Aginantius Faustus, avait réparé l'atrium de Minerve, qui avait été endommagé lors du sac de Ricimée en 472. C'était un portique ou un vestibule devant la maison du Sénat, la célèbre Curia Iulia. Ce portique abritait une statue dorée de la déesse Minerve. L'inscription enregistre non seulement la restauration par le Praefectus Urbi, mais annonce également un retour à, je cite, « le bonheur de l'âge », fin de citation, comme l'a écrit le préfet. À cette époque, l'empereur Olybrius résidait dans le palais sur la colline du Palatin. Mais même après que les derniers empereurs aient résidé à Rome, les réparations ont continué. En 484 après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre qui a probablement infligé pas mal de dégâts à la ville. Mais les réparations ont été effectuées immédiatement sous le nouveau roi Oudouacar et le sénateur Decius Marius Venantius Basilius a rapidement organisé la réparation du Colisée qui avait été endommagé lors de ce tremblement de terre. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous.
Et activez également la cloche afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages, poser des questions, discuter avec moi ou d'autres passionnés de l'Empire romain, ou participer à des diffusions en direct exclusives, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain. Merci beaucoup, mes amis. Puis plus tard, dans le royaume austro-gothique, Théodoric lui-même résiderait de temps en temps dans le palais des Césars sur le mont Palatin et il attribuait les revenus de la taxe sur le vin pour les réparations et la restauration de ce grand complexe palatial monumental. Il a également réédité des lois qui puniraient sévèrement les pilleurs de bâtiments, une loi qui avait déjà été promulguée par Majorien lui-même 40 ans plus tôt. Cela montre qu'à cette époque, une pratique avait déjà commencé, où les bâtiments endommagés étaient pillés pour les matériaux de construction au lieu d'être réparés. Mais il y a d'autres preuves que Rome n'était pas en meilleur état que ceux que l'on croit parfois. Par exemple, Fulgence, un moine africain, s'exclama après avoir visité Rome en 500 après Jésus-Christ. Combien la Jérusalem céleste doit être belle, lorsque la Rome terrestre brille d'un tel éclat. Ce n'est guère quelque chose que quelqu'un dirait si Rome avait été un champ de ruines à cette époque. Puis, 36 ans plus tard, l'historien romain oriental Procope de Césarée était à Rome, et nous pouvons lire dans son œuvre Les guerres gothiques de Bello Gothique ou le livre 8 de son histoire des guerres. Les Romains aiment leur ville plus que tous les hommes que nous connaissons, et ils sont désireux de protéger tous leurs trésors ancestraux et de les préserver, afin que rien de l'ancienne gloire de Rome ne soit effacé. Alors, cela devrait-il être pris comme une preuve que Rome, même après 3 sacs, et après que la population ait diminué d'1 million à aussi peu que 100 ou 200 000 en 536 après Jésus-Christ, que la ville était toujours en parfait état et que la gloire de Rome brillait aussi fort que jamais? Bien sûr que non, et cela devrait être clair dans le contexte. Il y avait bien sûr un déclin. En particulier, les parties extérieures de la grande ville ont dû être progressivement abandonnées à mesure que la population diminuait. Lorsqu'un tremblement de terre a endommagé la ville, les bâtiments ou temples périphériques n'ont pas été reconstruits, mais leur matériel de construction a été pillé et utilisé pour de nouveaux bâtiments, comme mentionné précédemment. Lorsque les bâtiments près du centre de la ville ont été réparés, nous pouvons être assez sûrs que cela s'est produit en réutilisant le matériel des bâtiments effondrés dans les régions périphériques. Il existe des preuves archéologiques non seulement des réparations que nous avons mentionnées, mais aussi de la décadence. Par exemple, au moins une colonne du temple de Mars Ultor doit avoir effondré vers 500 après Jésus-Christ, très probablement à cause du tremblement de terre de 484. Un patricien nommé Decius a immédiatement revendiqué la colonne pour lui-même, comme on peut le trouver dans une gravure sur cette colonne datant de cette époque. Mais la colonne elle-même n'a jamais été réutilisée et a été laissée directement au temple de Mars Ultor, et c'est encore Procopius qui décrit comment d'autres parties de la ville étaient en pire état. Par exemple, il décrit comment le toit du temple de Jupiter, qui avait été détruit par les Vandales en 455, n'avait jamais été réparé, et que parfois, les gens faisaient même passer du bétail à travers certains des forums. Il y a aussi de nouvelles preuves que la basilique Emilia avait subi des dommages par le feu, peut-être lors du sac d'Alaric en 410, mais n'a été réparée qu'à l'extérieur, pour donner une apparence extérieure splendide, mais à l'intérieur, elle a été laissée brûler et non réparée. Nous pouvons donc voir que Rome avait été maintenue en état jusqu'à l'éclatement des guerres gothiques en 536 après Jésus-Christ, mais il devrait être assez clair que Rome n'était plus aussi glorieuse et splendide qu'elle l'avait été avant le premier sac de 410 après Jésus-Christ. Alors comment pouvons-nous imaginer Rome de cette époque?
Je pense que nous pouvons l'imaginer comme des îles de splendeur entremêlées de décadence, où certaines parties, en particulier les régions centrales de la ville, étaient maintenues en bon état grâce à de nombreuses réparations, de sorte qu'au moins vers l'extérieur, il y avait l'apparence d'une gloire continue. Nous pouvons supposer que, par exemple, le Forum Romanum devait encore avoir l'air assez impressionnant, autour de 500 après Jésus-Christ, comme le confirme l'exclamation de Fulgence. Mais bien sûr, à l'intérieur, le tableau était très différent. Bien que splendide à l'extérieur, la basilique Emilia était sans doute une coquille brûlée à l'intérieur, et de nombreuses statues et ornements ont été volés lors des 3 sacs, de sorte que par exemple les thermes de Caracalla ou de Dioclétien ne devaient certainement plus avoir l'air aussi impressionnant qu'à leur apogée. Il y avait alors certainement de nombreux bâtiments effondrés et une décadence croissante, surtout dans les régions les plus éloignées de cette immense ville, car nous ne devons pas oublier que la ville était vraiment exceptionnellement grande pour son époque, en fait par superficie encore la plus grande ville du monde. Nous pouvons donc dire que Rome de 476 après Jésus-Christ jusqu'au début des guerres gothiques en 536 après J.C. a dû offrir un tableau très varié. D'une part, il y avait ces îlots de gloire et d'impression continuelle, surtout au Colisée, au Forum Romanum et dans certaines autres parties internes de la ville, mais entremêlés de décadence urbaine généralisée, où surtout les régions périphériques tombaient de plus en plus en ruine. Et de temps en temps, apparemment, certaines colonnes effondrées étaient simplement laissées telles quelles, même dans les régions les plus internes, comme c'était le Céa au temple de Mars Ultor. Si vous voulez une analogie moderne de la façon dont cela aurait pu paraître, la ville américaine de Détroit pourrait présenter une comparaison. Dans cette ville, surtout les régions les plus éloignées sont tombées en désuétude, tandis que le noyau interne est maintenu en forme, et de nombreux bâtiments sont restaurés et même de nouveaux sont érigés. Mais à Détroit, nous voyons aussi des îles de splendeur entrelacées avec la décadence urbaine. Certains bâtiments sont étonnamment bien conservés, mais d'autres sont tombés en désuétude. Cela ne doit pas être trop différent de l'apparence de Rome. Vers 500 après Jésus-Christ, Rome présentait une image si variée que même Procopius est très contradictoire lorsqu'il décrit Rome dans ses livres, louant parfois les soins que les Romains ont pris pour préserver l'ancienne gloire, puis décrivant soudainement à nouveau une image de décadence totale. Mais elle devait encore être impressionnante par endroits, sinon Fulgence n'aurait pas comparé la ville à la Jérusalem céleste aussi tard qu'en 500 après Jésus-Christ. Mais nous savons maintenant que le véritable désastre pour la ville commencerait avec les guerres gothiques, et qu'en 600 après Jésus-Christ, l'image devait déjà être vraiment désolée. J'examinerai l'état de la ville immédiatement après les guerres gothiques et vers 600 après J.C., bien sûr en détail dans les prochaines vidéos. Et si vous êtes encore plus intéressé par l'état de Rome à cette époque, voici mes 2 vidéos les plus détaillées sur ce sujet, où j'examine Rome en 476 après Jésus-Christ et en 536 après Jésus-Christ. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias amici imperii Romani et bénévoles.